Bien. Il n'y a pas aucun problème. Bienvenue. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Je commence directement. Oui, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le programme, il y aura l'interprétation simultanée en anglais. Pour activer l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le signe de monde au-dessous d'écran. Oui, bonsoir encore une fois. Bonsoir à tous. Nous sommes avec Ibarra aujourd'hui et nous allons modérer la conversation. Je suis très, très honoré et très ravi de vous accueillir, Monsieur Malouf, ce soir. Merci à vous. Et on remercie au Bonsoir. nom... Nous accueillons Amin Marouf. Il est écrivain franco-libanais. Il a reçu le prix Goncourt en 1993. Il est élu à l'Académie française en 2011. Considéré comme un sage, comme un spectateur engagé et comme un penseur. Bienvenue encore une fois, Monsieur Marouf. Je m'appelle Berra, je suis étudiante à l'Université Galatasaray en première année. Ce soir, avec Ibrahim, nous allons modérer la conversation et nous avons reçu nombreuses questions d'étudiants des différentes universités de la Turquie. Et une partie de ces questions sera directement posée par leur propriétaire. Et pour le reste, avec Ibrahim, nous les avons compilées et nous allons essayer de vous les transmettre. Maintenant, je laisse la parole à Ibrahim pour le présenter. Ensuite, on va commencer avec notre première question. Oui, bienvenue, Monsieur Malouf. Nous sommes très, très ravis de vous accueillir ce soir. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation et bienvenue encore une fois. Parce qu'on a plusieurs questions et un temps limité, je ne veux pas prolonger l'introduction. Mais avant de commencer, il faut rappeler un truc. Les invités qui vont écouter et parler en anglais doivent choisir l'interprétation en anglais. Et les invités qui vont écouter et parler en français doivent choisir l'interprétation française. Vous devez cliquer sur le bouton du monde qui est situé au-dessus de l'écran. Et on vous demande, Monsieur Malef, aussi d'activer l'interprétation française. Je crois que je l'ai fait. D'accord, très bien. Alors, je commence avec la première question. Comme Baladi, parce qu'il y avait beaucoup de questions, on a compilé les questions pour que tout le monde puisse avoir une réponse. Je commence avec la première question. C'est sur un enjeu central dans vos livres. Elle dit, au fil de l'histoire, on a témoigné que le concept d'une dynastie, d'une religion ou d'une nation ont fonctionné comme un pouvoir unificateur. En revanche, ces concepts sont démodés et ils ne marchent plus dans le monde d'aujourd'hui. Alors, quel sera le concept qu'on en a besoin en tant qu'humanité afin de vivre en harmonie ou quel type d'organisation on a besoin? Juste un mot pour vous dire que je suis heureux de vous retrouver et pardon pour les quelques minutes de flottement, c'est mon ignorance des techniques nouvelles qui explique cela. Je commence avec la question, ce n'est pas une question simple. On ne peut pas dire que toutes les notions qui ont été utiles par le passé pour assurer la cohésion d'une société, d'une nation, on ne peut pas dire qu'ils soient tous dépassés. Il y a certains qui sont probablement dépassés, mais ça dépend des pays. Si on prend par exemple la question dynastique que vous avez mentionnée, il y a encore des pays pour lesquels cette notion a un sens. Je pense à des pays comme l'Angleterre ou le Japon ou d'autres. Il y a des pays où la cohésion est assurée par un parti politique. Je crois qu'une bonne partie du rôle en Chine du Parti communiste s'explique aujourd'hui par le fait qu'il est la force structurante de la société et qu'il est difficile de trouver une autre force structurante. Donc, même si l'idéologie de ce parti a changé à travers
les âges, il a un rôle d'assurer la cohésion d'une nation difficile à gouverner. En France, il est clair que traditionnellement, la force structurante de la nation a été l'État. On peut dire que la France c'est un État qui a bâti une nation autour de lui. Et aujourd'hui, bon, c'est toujours le cas, même si on peut se poser des questions sur l'efficacité de ce rôle. Donc, je dirais que c'est une question, la question que vous posez est très importante. À mon avis, ça peut être tout un séminaire autour de cette question. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse déterminante. J'aurais simplement une réponse qui est plus en forme de souhait, de prise de position personnelle. Je crois qu'on peut bâtir une nation durablement sur un certain nombre de principes et de valeurs. Je pense que c'est cela qui est le fondement le plus sûr. Et tous les fondements qui se basent sur la religion, l'ethnie ou d'autres sont des fondements, à mon avis, qui ne peuvent pas, sur le long terme, assurer la cohésion et le progrès des nations dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre réponse, M. Malouf. C'est une question posée plusieurs fois. On voit que dans les dernières années, le peuple des pays orientaux ont rencontré beaucoup de catastrophes. Et ces catastrophes ont fortement endommagé leurs conditions de vie qui étaient déjà fragiles. Et surtout chez la jeunesse, on observe une grande aspiration à immigrer en Occident en échappant à leur pays natal. Et quand ils quittent leur pays natal, ils quittent aussi leurs identités, leurs croyances ou leurs traditions. Donc, je vais vous demander, comment vous voyez l'avenir de l'identité d'Orient? À votre avis, elle pourrait-elle survivre en plan de guerre, en plan de conflit et de pauvreté? Je crois que vous avez raison de dire que les sociétés, pour parler d'une manière générale, les sociétés d'Orient traversent aujourd'hui une période extrêmement difficile et que dans beaucoup de pays, la jeunesse et la population en général a le sentiment de n'avoir pas d'avenir. Et je crois que quand les gens décident de partir pour s'installer ailleurs, c'est un constat d'échec pour la nation qui est censée les retenir et leur donner un rôle et leur permettre de s'épanouir. La question de l'identité est une question à l'intérieur de la question. Est-ce que la personne qui quitte un pays pour aller s'installer dans un autre doit garder des éléments de son identité? Probablement oui. Est-ce qu'elle doit adopter des éléments de l'identité du pays où la personne s'installe? Je pense que oui également. Je crois que tout dépend de la capacité à créer ce mélange entre les éléments de l'identité d'origine et les éléments de l'identité d'adoption. Si on a quitté un pays, moi j'en parle aussi parce que moi j'ai quitté un pays pour m'installer dans un autre. Si on a quitté un pays, c'est parce qu'on a un jugement sévère par rapport à l'évolution de ce pays, de cette société. On a, à tout le moins, beaucoup de réserves par rapport à l'évolution de cette société.
Si on a décidé de s'installer dans un autre, c'est que, au moins sur certains plans, on a le sentiment qu'on trouvera une manière de s'épanouir plus que dans le pays d'origine. Je pense que c'est déjà une raison pour évaluer, pour au moins dire qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, accepter certains éléments, lesquels c'est difficile à dire. Mais je crois que nous avons le devoir de, une fois qu'on s'est installé quelque part, à la fois de connaître en profondeur la société où on est en train de s'installer, mais de mon point de vue, nous n'avons pas le droit de couper complètement avec la société d'origine. Je pense que nous devons sentir que nous sommes en quelque sorte des messagers de la société d'origine vers la société d'accueil et aussi, en même temps, de la société d'accueil vers la société d'origine. Ma vision des choses, c'est qu'on doit être un trait d'union entre ces deux sociétés qui ont besoin l'une de l'autre. La société d'origine, si elle est dans l'état où elle se trouve, c'est qu'elle n'a pas réussi sa modernisation et elle a besoin de réussir sa modernisation. Même si la modernisation peut poser des problèmes, mais on ne peut pas dire qu'il y a des pays qui n'ont pas besoin de la modernisation. La preuve, c'est qu'on les quitte. Donc, elles ont besoin, ces pays ont besoin d'être modernisés. Et comme les sociétés où nous émigrons sont des sociétés qui apportent une modernisation, donc elles ont quelque chose à proposer aux autres. Et en même temps, je crois que ces sociétés, notamment les sociétés occidentales, ne détiennent pas toute la vérité. Je pense qu'elles n'ont pas toujours la sensibilité qu'il faut. Je crois qu'elles n'ont pas toujours les sensibilités, les solutions qu'il faut. Et donc, nous avons le devoir d'apporter avec notre propre culture, avec notre propre expérience, avec notre propre mémoire, quelque chose pour influencer et enrichir les sociétés au milieu desquelles on s'installe. Merci beaucoup pour la réponse, M. Malouf. La question suivante est sur votre dernier livre, Les Frères Inattendus. Dans ce livre, le président américain était malade et c'était les Frères Inattendus qui avaient sauvé la vie du président. Et pour ma part, en choisissant le président des États-Unis, qui est le pays le plus puissant du monde, vous nous avez montré que la solution aux doléances de l'humanité n'est pas dans la prise d'un État, mais dans la prise d'une autre entité, en fait. Et alors, comment vous définirez cette entité? Qui sont les Frères Inattendus? C'est vrai que ce livre est à la fois un livre d'espoir et aussi un livre d'inquiétude. L'espoir, c'est qu'on arrive à un sauvetage, en quelque sorte, de l'humanité. Et en même temps, vous avez raison de signaler que ce sauvetage arrive d'une manière un peu miraculeuse. C'est-à-dire, en réalité, je suis en train de dire qu'il faudrait un miracle pour nous sortir de cette impasse où nous nous trouvons. Par rapport au président des États-Unis, l'idée, pour moi, c'est que si quelqu'un vient de l'extérieur pour s'adresser à l'humanité dans son ensemble, il doit s'adresser à la personne la plus puissante, à la nation la plus puissante. Et c'est justement au cœur de ce livre cette idée que, de même que l'Occident a été beaucoup plus puissant que certaines nations, je cite quelquefois le Mexique du XVe siècle, du XVIe siècle,
quand les conquistadors sont arrivés et qu'ils étaient tellement plus puissants que, que les forces locales, que les dynasties locales, qu'ils ont tout détruit. Je pense que si un jour l'humanité telle que nous la connaissons rencontrait une force beaucoup plus puissante et qu'elle devrait regarder et que l'humanité devait regarder non pas vers un Moctezuma qui est beaucoup plus faible et qu'on va martyriser, mais vers quelqu'un qui serait plutôt par rapport à nous, comme les conquistadors, qui aurait la capacité, lui, de nous imposer sa loi, ce serait un bouleversement. Et ce bouleversement, on ne peut le sentir que si on comparait cette force qui vient d'arriver à la force la plus puissante parmi nous. Et c'est un peu cette question qui est au cœur de la parabole que je raconte dans ce livre. Merci beaucoup pour votre réponse, encore une fois. Maintenant, on peut continuer avec la question suivante. On sait que quand vous avez décidé de quitter le Liban après avoir témoigné des assassinats devant notre maison, vous avez postulé à la fois pour le visa américain et français, et vous avez obtenu le visa français avant celui américain. C'est pour cette raison que vous avez expatrié en France. Donc, on peut dire que votre arrivée en France était juste une coïncidence. Non, je rectifie, ce n'était pas américain, c'était canadien. Ah, je suis vraiment désolée. Mais, en fait, j'avais effectivement eu des contacts déjà avant, dans les premiers mois de la guerre, avec l'ambassade du Canada pour envisager un départ vers le Canada. Puis, plus tardivement, j'ai été en contact avec l'ambassade de France à Chypre et c'est vrai, je ne dirais pas une coïncidence totale, mais c'est vrai que si à ce moment-là, l'ambassade du Canada pouvait me donner un visa, je serais parti au Canada. Et il se fait que l'ambassade de France m'a donné son accord plus vite, et donc je n'ai pas attendu. Mais je vous ai peut-être interrompu, vous vouliez poser autre chose. Non, pas de problème. Alors, je peux changer ma question de cette manière. Est-ce que vous avez déjà pensé, si vous aviez obtenu le visa canadien avant l'autre, qu'est-ce qui irait différemment dans votre vie? Et est-ce que vous pouvez nous raconter au moment où vous avez pris la décision de quitter le Liban? C'est toujours difficile de dire comment les choses seraient arrivées. En tout cas, je peux vous dire que dans ma jeunesse, je ne pensais pas du tout quitter le Liban. Si vous m'aviez demandé lorsque j'avais 20 ans ou 22, 23, 24 ans, si j'avais l'intention d'aller m'installer dans un autre pays, pour moi, c'était hors de question. Ça ne se posait pas, je n'envisageais pas du tout d'émigrer. Et la décision s'est faite très rapidement. Quand il y a eu l'événement que vous évoquez, que je rappelle rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était en avril 75, je revenais d'un long voyage et sous ma fenêtre, il y a eu le premier incident grave de la guerre, où il y a eu, je crois, 27 morts. C'était vraiment un très gros massacre. Et on considère aujourd'hui que ce massacre, qui a eu lieu le 13 avril 75, est signalé le début de la guerre civile au Liban. Au moment de cet événement, ma réaction n'était pas de dire je quitte le pays. Ma réaction a été de prendre contact avec des amis à moi, des amis que j'avais rencontrés à l'université et qui appartenaient à toutes les communautés libanaises,
pas toutes, parce qu'il y en a 20, mais en tout cas 6 ou 7 communautés principales. Et on s'est réunis entre amis en disant, mais il faut faire quelque chose. Il faut qu'on se réunisse, des gens sages, raisonnables de toutes les communautés, des jeunes qui essaient de prendre une initiative pour essayer d'empêcher, parce qu'il était clair qu'on allait vers une guerre. Donc, les premiers temps, avec toute la naïveté qu'on peut avoir à cet âge-là, j'ai essayé de prendre des contacts. Et puis, évidemment, je n'avais, ni moi, ni mes amis, n'avions la moindre prise sur les événements. Et donc, dans un premier temps, je prenais des contacts et en même temps, je changeais de maison. C'est-à-dire, mon appartement a été détruit, je suis allé m'installer chez mes parents pendant quelques temps, puis leur région était devenue compliquée, alors on est allé dans notre village, dans la montagne, et là, c'était plus ou moins calme, mais je ne pouvais plus aller au travail. À l'époque, j'étais journaliste, je ne pouvais plus aller au journal. Et là, j'ai commencé à me dire, je ne peux pas rester indéfiniment. Et donc ça, c'était au bout d'un an de guerre, je me suis dit, bon, ça suffit, il faut que je m'en aille. Et la décision réelle, je l'ai prise un jour comme ça, au dernier moment, et à 48 heures avant mon départ, je me dis, ça suffit, il faut que je m'en aille. Je suis descendu au port, l'aéroport n'était pas accessible. J'ai demandé quand est-ce qu'on pouvait prendre un bateau pour aller à Chypre, qui était la destination la plus proche. On m'a dit le lendemain, j'étais parti. Donc, entre le moment où j'ai pris ma décision ferme et le moment où je suis parti, c'était 3 jours maximum. Merci beaucoup pour la réponse, M. Malouf. Dans votre livre Origine, vous retracez vos ancêtres et vous nous parlez du Liban du 19e siècle. À cette époque-là, le Liban faisait encore partie intégrante de l'Empire ottoman. Et la question, comment vous voyez le rôle de désintégration de l'Empire ottoman sur la situation actuelle du Liban et comment l'effondrement de l'Empire ottoman a-t-il façonné la position des pays du Moyen-Orient, ou du Liban surtout, sur la scène internationale? Je pense que cette période a été d'une certaine manière calamiteuse. Non pas parce que tel et tel empire se sont désintégrés, il faut dire qu'ils étaient en voie de désintégration depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Mais ce qui s'est fait sur les ruines de ces empires, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, a été fait de travers, de manière complètement chaotique, et le résultat a été désastreux. Si je devais rêver, mais ça c'est vraiment un rêve, j'aurais aimé pour ma part que cette région reste réunie, non pas avec un sultan autoritaire, etc., mais avec un monarque constitutionnel comme le roi de Suède ou l'empereur du Japon actuel, et que le mouvement vers la démocratisation et la modernisation, qui avait réellement commencé, se poursuive. Donc l'idée de morceler cette région n'était pas une bonne idée. Je me dépêche de dire que ce que je dis est un rêve, parce que les réalités sur le terrain n'étaient pas celles-là. Les réalités sur le terrain, c'est qu'il venait d'y avoir une guerre, les perdants de la guerre ont payé un prix très lourd, les gagnants étaient devenus extrêmement arrogants, ils voulaient tout casser, tout prendre, tout administrer. Et donc, ce que je dis, c'est plus, là c'est mon côté romancier plutôt que mon côté historien. Donc,
Si je pouvais rêver, je rêverais de cela. Mais dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a morcelé pour de mauvaises raisons. Parce que les Anglais voulaient tel territoire, que les Français voulaient tel territoire, que telle ou telle population voulait ceci ou cela. Et donc, tout s'est mal passé. D'ailleurs, tout ce qui a été fait par les traités de Versailles et les traités annexes était un désastre absolu. Quelqu'un a écrit un jour un livre qui s'intitulait A Peace to End All Peace. Et je crois que c'est absolument vrai. Non seulement dans notre région, Proche-Orient, en Europe centrale, c'était un désastre qui a produit 20 ans plus tard une autre guerre mondiale, ce qui est l'échec le plus retentissant dans l'histoire. 20 ans après, il y a eu une autre guerre. En Extrême-Orient, il y a eu également une énorme bourde quand on a donné une province chinoise au Japon, et ça a provoqué, là encore, 25 ans de guerre avec des dizaines de millions de morts. Donc, tout ce qui a été fait au, en 1919 et dans le cadre de ce traité était un désastre. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, en tant qu'étudiant turc, nous voulions vous demander comment la Turquie peut-elle jouer un rôle pour rendre le monde meilleur sur la scène internationale et régionale. Je n'ai pas la réponse, sincèrement. Je crois que le monde est devenu tellement complexe qu'il est très difficile qu'un pays puisse aider tous les autres à évoluer dans tel ou tel sens. Je pense que la Turquie a des atouts très grands. C'est un pays qui se trouve réellement, physiquement, au carrefour de plusieurs civilisations très importantes du monde d'aujourd'hui, pas seulement du monde d'hier. C'est-à-dire, si on prend le monde occidental, le monde arabo-musulman et le monde orthodoxe, qui est quand même assez différent du monde occidental, on trouve la Turquie véritablement au centre de ce monde. Et donc, l'attitude de la Turquie, les relations de la Turquie sont un élément certainement important. Maintenant, je ne sais pas comment les choses vont évoluer et je n'ai aucune idée ni aucun conseil sur la manière de procéder, mais je pense qu'il y a des atouts très importants. D'accord. La crise actuelle, la pandémie a fait apparaître certaines espérances pour le changement de système du monde. Et la question suivante est liée à ce point, en fait. Maintenant, Lale va vous poser sa question. Puis, Lale, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir, M. Malouf. Dans votre livre, Le naufrage des civilisations, on observe que la vraie question, c'est d'établir des relations harmonieuses avec tous les composants de l'humanité et rendre possible d'exprimer la voix pour tous les individus. Et en ces jours de pandémie, l'humanité a eu une pause pour réfléchir et évaluer notre monde. Selon vous, comment la pandémie aurait-elle des effets sur des différents composants du monde et comment elle va changer le dialogue entre l'Est et l'Ouest? Je suis persuadé que cette pause, comme vous l'avez très justement appelée, va changer quelque chose. C'est très difficile parce qu'on est encore au milieu. C'est très difficile
de dire dans quelle direction. On est sûr déjà que quelque chose va changer, qu'on pourra dire demain qu'il y a avant et après la pandémie. Maintenant, on peut spéculer sur ce qui peut changer. Un des éléments qui vont changer, on en a aujourd'hui déjà une première indication avec le nouveau président américain. Depuis 40 ans, il y avait une prédominance d'une certaine vision de la manière de gouverner, qui était basée sur une phrase prononcée par le président Reagan, et que je cite dans Le naufrage des civilisations, et que tout le monde a répété depuis, et qui est que l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Donc, il faut le moins d'État possible, le moins de big government, comme on dit aux États-Unis. Il faut que laisser l'économie, laisser la société se développer. L'État doit n'est pas le bienvenu. C'est un intrus qui empiète sur des territoires où il n'a rien à faire. Et donc, ça, c'était l'évolution de plus en plus nette partout dans le monde depuis 40 ans. Et soudain, avec la pandémie, ça a commencé à changer. Et beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui venant de Washington étaient impensables il y a un an, totalement impensables. On a le sentiment, non pas seulement, bon, un élément évidemment, c'est que le président a changé, mais ce n'est pas le seul élément. Les présidents démocrates étaient allés dans la même direction que Reagan pendant toute la dernière période, Clinton et les autres. Ce n'est pas seulement les convictions de Joe Biden. Je pense qu'il y a quelque chose de réel. Qu'est-ce qui est réel? La première chose, c'est que une des conséquences de cette lutte contre le big government, c'est que chaque fois qu'on voulait dépenser pour des prestations sociales, pour des infrastructures communes à la population entière, il y avait des gens qui disaient ce n'est pas notre rôle, il faut laisser le secteur privé, etc. Chaque fois, et moi je connais ça en France aussi, on a diminué l'aide aux hôpitaux, on essayait constamment de grignoter, de limiter les dépenses. Et on a tellement bien limité les dépenses que le jour où il y a eu une grande crise comme celle que nous voyons, on n'était pas prêt à faire face. On n'avait pas suffisamment de lits, on n'avait pas suffisamment d'infirmières, on n'avait pas. Et donc, les gens ont senti dans leur chair que quand on donne la priorité à l'argent plutôt qu'à l'être humain, à terme, on le paye très cher. Et ça, je pense, ça inverse une évolution qui se poursuivait depuis 40 ans. L'autre élément qui est assez lié à ça aussi, c'est que pour faire face à la crise, on a aidé toutes les entreprises, tous les citoyens, on a jeté des milliards et des trilliards pour éviter que la société se désintègre, que l'économie s'écroule. Et qui va assumer le travail de reconstruction? Ce n'est pas le secteur privé, c'est forcément l'État. Forcément, on revient forcément à l'inspiration d'avant, qui était l'inspiration de New Deal de Roosevelt, qui est arrivé après la Grande Dépression de 1929 et des années 30, et qui a dit, bon, maintenant, on va travailler tous ensemble, etc., et où on a investi beaucoup, où l'État a fait énormément, et où les inégalités se sont réduites. Et là, il y a un changement dans ce domaine qui, à mon avis,
commence rapidement, mais c'est quelque chose qui va se prolonger sur des dizaines d'années probablement. Merci beaucoup pour votre réponse. Lale avait une deuxième question. Oui, Lale, vous pouvez poser sa deuxième question. On lit des différentes villes levantines, cosmopolites et culturellement très riches dans vos ouvrages. Je voudrais poser quelle est la ville dont vous aimez le plus raconter et quelle est la ville a le plus inspiré votre écriture, votre littérature? Quelqu'un m'a fait remarquer un jour que dans tous mes livres, je parlais d'Istanbul. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Je pense que c'est un peu la ville mère de toutes ces villes que vous mentionnez. C'était la capitale de cette région. C'était déjà la capitale de cette région du temps de l'Empire byzantin. C'est devenu la capitale de cette région de nouveau avec l'Empire ottoman. Donc ça fait plus de 1500 ans qu'elle est une ville centrale dans cette région. Donc je dirais que c'est Istanbul. Il y a d'autres qui ont une place très importante aussi. Il y a Alexandrie, qui est aussi une ville symbolique de ce Levant, pour toutes sortes de raisons. Je ne vais pas revenir à l'histoire, mais ça commence aussi très tôt, depuis Alexandre et le phare d'Alexandrie, etc. Et puis, je mentionnerai Beyrouth aussi, qui n'a pas la même dimension que les autres, mais d'abord parce que c'est la ville où je suis né, où j'ai vécu. Et je pense aussi qu'il y a eu un moment important de coexistence harmonieuse, un moment très prometteur, qui malheureusement n'a pas tenu ses promesses, mais je dirais que c'est aussi... Donc, s'il fallait mentionner 3 villes, ce seraient ces 3-là. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup, M. Malouf, encore une fois. Quand je lis vos romans, j'ai l'impression d'être dans une scène de film. À mon avis, Ahmed a aussi la même impression parce qu'il veut vous poser une question sur ce point. Oui, Ahmed, on vous écoute. D'accord. Je pense qu'il a rencontré un problème de connexion. Non, je crois qu'il bouge de nouveau. Au lieu, Voilà. Je suis désolé, ma connexion Internet est mauvaise. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, il y a de nombreux romans qui sont adaptés au cinéma. Si vous pouvez adapter l'une de vos œuvres au cinéma, quelle sera-t-elle? Merci d'avance pour votre réponse. En fait, il y a plusieurs livres pour lesquels il y a des projets de films, mais même si un projet aboutissait, moi, je ne jouerais pas un véritable rôle, c'est-à-dire je ne suis pas capable moi-même de l'adapter. Je crois que il faut laisser ça à des cinéastes professionnels, à des scénaristes professionnels. Moi, je ne pourrais pas le faire. Il y a un projet actuellement pour Léon l'Africain, il y a un projet pour les échelles du Levant, il y a un projet pour les jardins de lumière, mais tout est à l'état de projet. Et donc, pour l'instant, je ne sais pas, surtout avec ce moment un peu particulier que nous traversons, qu'est-ce qui va avancer, mais pour l'instant, on est un peu suspendu. Merci, M. Malouf. Dans cette partie, on va prendre les questions des étudiants anglophones, mais et notre interprète va traduire à la français. N'inquiétez-vous. On a connu des avancements gigantesques dans le domaine économique et technologique, et pour la première fois à l'histoire, nous avons les moyens pour résoudre tous nos problèmes.
Et Kevsar va poser une question autour de cela. Kevsar, vous pouvez poser votre question. First of all, I would like to thank Mr. Mal for being here today. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, M. Malo. Advancing scientific and technological Pensez-vous que l'évolution rapide de la science et de la technologie entraînerait la fin de l'humanité? group of people Dans votre dernier livre, nous avons vu qu'avec l'arrivée d'un groupe de personnes alléguant d'être amis d'Empédocle, l'ordre mondial actuel a été changé et on a témoigné qu'une sorte de chaos a commencé à régner. Alors, peut-on déduire que la mécanisation rapide ou les progrès dans le domaine médical peuvent-ils mettre fin à l'humanité ou bien causer la perte de certaines valeurs? Est-ce que ces progrès vont-ils créer une utopie ou bien une dystopie? Je crois que une des principales caractéristiques du monde d'aujourd'hui, c'est que nous avons progressé beaucoup plus vite dans le domaine scientifique, technique et même économique que dans le domaine moral. Nous sommes allés très loin, très vite dans certains domaines et nous n'avons pas réussi à intégrer dans nos mentalités cette rapidité de changement. Mais mon attitude naturelle n'est pas de dire il faut ralentir le changement. De toute manière, on ne ralentit pas le changement. On ne peut pas ralentir le changement et tout ce qui a été inventé ne sera jamais désinventé. Tout ce qui est et je crois que nous devons chercher les solutions ailleurs. Je crois que la solution n'est pas de ralentir l'évolution scientifique et technologique pour qu'elle revienne au rythme de l'évolution des mentalités. Il faut accélérer l'évolution des mentalités. Il faut s'élever au niveau du progrès technologique plutôt que de ramener le progrès technologique au niveau de l'évolution trop lente ou de la stagnation et parfois de la régression au niveau des mentalités. Et je le dis encore une fois, d'autant plus que on ne peut pas réduire, on n'a aucun moyen de réduire la vitesse d'évolution dans aucun domaine. Je pense que la tâche d'aujourd'hui, et c'est beaucoup plus la tâche de votre génération que de la mienne, c'est qu'il y ait une évolution accélérée des mentalités. D'abord, que l'on sache dans quelle direction on va, quel monde on va construire, et qu'on le fasse parce qu'on n'a pas un temps illimité. Une des choses qui ont été démontrées par la crise sanitaire de l'année qui s'écoule, c'est que il y a un paradoxe central dans la vie du monde aujourd'hui. Pendant cette crise, ce paradoxe s'est manifesté de la manière suivante. Quand la pandémie s'est développée, nous étions tous incapables de la moindre solidarité pour faire face. Non seulement des régions différentes du monde, mais au sein des mêmes sociétés, entre des pays qui étaient très proches, on a senti que c'était vraiment chacun pour soi. Chacun se préoccupait de lui-même et ne prêtait pas vraiment attention à ce que faisait le voisin, même s'il était très proche. Et donc, une absence de solidarité. Et en même temps, nous avons compris que ce qui arrivait quelque part dans le monde va arriver chez nous. On ne peut pas dire, oui, ça arrive là-bas, et donc nous,
tout ce qui arrive dans le monde finira par avoir des conséquences chez nous. Donc, il y a une contradiction entre cette attitude de chacun pour soi et la réalité imposée par le mode de vie d'aujourd'hui et par les sciences et par la communication, qui est que tout est lié. Toutes les régions du monde sont liées. Donc, nous avons besoin d'accélérer le mouvement vers une forme de solidarité. Je ne sais pas quelle forme exactement ça prendra, je ne sais pas pendant combien de temps, mais je suis persuadé que le monde aujourd'hui est très mal gouverné. Je pense qu'on est dans un monde où il n'y a aucun ordre mondial. C'est un peu la loi de la jungle et ça ne peut pas continuer comme ça. On est en train d'aller manifestement vers une nouvelle guerre froide et c'est extrêmement dangereux. Par ailleurs, on a des problèmes climatiques qui s'aggravent beaucoup plus vite qu'on ne prévoyait et en réalité, on ne fait rien pour ça. En réalité, on fait semblant de faire parce qu'on peut pas, aucun gouvernement au monde ne peut dire je ne ferai rien. Mais ce que l'on fait est très faible par rapport à ce que la situation exige. Et donc, pour répondre plus directement à votre question, je dirais que la solution n'est pas de freiner la technologie ou la science. La question, c'est d'élever rapidement nos mentalités pour qu'elles puissent to cope with l'évolution scientifique et la rapidité de l'évolution. Merci beaucoup pour la réponse, M. Malouf. Et comme vous le voyez, il y a un spectateur très jeune devant vous ce soir. Et la question sera sur vos recommandations aux jeunes à notre âge, à notre génération. Soumeida, on vous écoute. Vous pouvez poser votre question. Hello, sir. Thank you for today joining us and answering Thank you again. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Ma question est, si vous aviez une opportunité de retourner à vos jeunes âges, que feriez-vous dans vos 20 ans? Bon, ce que je changerais dans ma vie, si vous aviez une opportunité de retourner à vos jeunes âges, que feriez-vous dans vos 20 ans? C'était ça la question. En fait, il y aurait beaucoup de choses que j'aimerais voir évoluer d'une autre manière. Mais je ne sais pas si moi, j'aurais pu les changer. Je vous donne l'exemple le plus évident qui me vient à l'esprit. Vous connaissez tous un peu ce qui arrive au Liban. C'est un pays où je suis né, où j'ai grandi, un pays où il se passait de belles choses, qui a toujours eu des problèmes. Il ne s'agit pas de se mentir, il ne s'agit pas de dire que c'était le paradis et soudain... Non, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des tensions, il a toujours été assez mal gouverné, sauf pendant des périodes très courtes. Mais aujourd'hui, je me dis, est-ce que moi et ma génération, nous aurions pu rester là et changer les choses? Probablement pas, mais j'aurais certainement, si j'avais le savoir, le don de savoir à l'avance ce qui va arriver, j'aurais
mon inquiétude par rapport au sort du pays aurait été très grande et j'aurais peut-être fait autre chose. Maintenant, est-ce que j'aurais fait une autre activité que celle que j'ai? Je ne pense pas. En fait, moi, j'ai commencé à travailler comme journaliste et j'ai beaucoup aimé ce métier qui était celui de mon père également. Et quand j'ai commencé à écrire, que ce soit des romans ou des essais, j'ai senti profondément que ça correspondait à mon tempérament. Je suis quelqu'un qui aime bien vivre dans la solitude. Je peux passer 3 mois dans ce bureau, ça ne me dérange pas, je n'ai pas besoin de sortir beaucoup. Je suis quelqu'un qui, par tempérament, s'accommode parfaitement d'un métier d'écriture, de réflexion, d'isolement. Et donc, de ce point de vue, je crois que j'aurais continué, j'aurais pris cette même direction. Maintenant, des regrets, je pense qu'on en a tous dans la vie. Moi j'en ai tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne me dis pas ça, j'aurais dû le faire différemment. Ça, mais bon, je crois que c'est inhérent à la vie. La vie, quand on veut la vivre en réfléchissant à ce qu'on est en train de vivre, on a constamment des regrets. Monsieur Malouf, vous êtes élu à l'Académie française le 23 juin 2011 au fauteuil de Claude Lévi-Strauss, au fauteuil 29. Et la question suivante sera sur votre place à l'Académie française. Selahattin Eyüp, vous pouvez poser votre question. Hi everybody, good evening. Firstly, thank you for time, dear Mr. Malouf. I would like to ask you that you were selected a member of the French Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Vous avez le numéro 29 à l'Académie française. Vous êtes le successeur de Claude Lévi-Strauss et il y avait des personnalités importantes comme Ernest Renan. Alors, qu'est-ce qui a changé lorsque vous avez fait un discours de remerciement à l'Académie? Pensez-vous que votre approche ou votre langage littéraire a changé ou pas? J'étais certainement très heureux d'être élu à l'Académie et en particulier, c'est vrai, ce fauteuil m'est apparu comme un fauteuil un peu particulier et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre sur ce fauteuil. C'est vrai que déjà Lévi-Strauss lui-même était une grande figure et Ernest Renan est un personnage extrêmement intéressant, vous avez raison de le mentionner. Il y avait aussi Claude Bernard qui a joué un rôle très important dans l'évolution de la médecine et d'autres. C'était un moment certainement de bonheur. Est-ce que ça a changé ma vie? Je vais vous faire un aveu. Une des préoccupations que j'ai tout le temps dans ma vie, c'est d'éviter que les événements, heureux ou malheureux, ne bousculent trop ma vie. Trop souvent, la vie qu'on mène est secouée par des événements, des succès, des échecs, des accidents. Et j'ai découvert très tôt qu'un événement heureux et un événement malheureux pouvaient provoquer le même tremblement de terre. Parfois même, un événement malheureux vous secoue ou vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas faites s'il n'y avait pas eu cet événement. Et parfois, un événement trop heureux vous endort pendant 20 ans et quand vous vous réveillez, c'est déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Et donc, dès que j'ai un moment de grand bonheur,
il y a des sonneries d'alarme chez moi. Je dis, bon, attention, c'est bien, il faut le vivre bien pendant un petit moment, mais après, il faut recommencer à travailler. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait quand j'ai eu le prix Goncourt, puis quand j'ai été élu à l'Académie, j'ai pris quelques mois, une année pour faire des choses. Et puis après, je suis replongé dans mon travail, comme si tout cela était arrivé à quelqu'un d'autre que moi. Merci beaucoup, Malouf. On continue, je pense, avec notre dernière question. On sait que vous aimez Stefan Zweig beaucoup, et notamment Le Monde d'hier, son livre Le Monde d'hier. Mais est-ce que vous avez un écrivain ou un poète préféré sorti du Moyen-Orient? Et est-ce que vous considérez qu'il y a un manque d'écrivains au Moyen-Orient? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un manque d'écrivains. Je crois que le problème de notre région, ce n'est pas les individualités. Nous avons, au niveau des individualités, nous avons autant et peut-être plus que d'autres régions du monde. Que ce soit dans le domaine des sciences, par exemple, vous prenez les gens quand ils sont dans le pays où il n'y a pas de laboratoire, bon, ils ne produisent rien. Vous prenez la même personne, vous la mettez dans un laboratoire aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, et elle explose, elle fait des choses extraordinaires. Et c'est vrai dans tous les domaines. Je crois que ce n'est pas la qualité des personnes qui est en jeu. Maintenant, par rapport aux écrivains, il y a beaucoup d'écrivains. Moi, j'ai grandi avec des grandes figures des poètes du passé. Et ça, c'est l'influence de mon père. Mon père, il me disait qu'il connaissait par cœur 100 000 vers. Donc, et je le crois volontiers parce qu'il avait une grande mémoire. Et souvent, il me récitait des poèmes. Et il y a de grands poètes que, malheureusement, on connaît très peu en dehors de leur région. Et je regrette souvent que des figures, je ne sais pas si vous connaissez Moutanabbi, qui est un très grand poète de langue arabe. Dans le monde arabe, c'est quelqu'un d'énorme comme renommée. Et dites ce nom en dehors du monde arabe, personne ne le connaît. Quelqu'un comme Younous Emre, qui est un poète d'une grande délicatesse, ce n'est pas un household name, comme on dit en anglais, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît ailleurs. Moi, quand je l'ai découvert, j'étais fasciné, j'étais émerveillé. Et je pense que le problème des auteurs de cette région, c'est que tout ce qui vient de cette région n'a pas la place qu'il devrait avoir dans la culture universelle. Et je pense que c'est un grand combat. Je crois qu'un des grands combats de la période qui vient, c'est que ce que produisent les diverses cultures du monde deviennent universelles. Et je pense que ça, c'est le rôle de ceux qui portent cette culture. J'ai parlé au tout début, et là, je rejoins par la dernière question, la première question. L'émigré, quand il arrive dans un pays, je pense qu'il a, entre autres, le devoir de faire connaître par ses nouveaux concitoyens la culture de son pays d'origine, la poésie de son pays d'origine, l'histoire de son pays d'origine. Et je crois que c'est notre devoir à tous. Moi, je l'ai fait un peu modestement pour certaines figures de notre histoire, mais
même si moi j'ai parlé de 4, 5, 6 personnes, il y a des centaines de personnes extraordinaires qui méritent d'être découvertes parmi les écrivains et d'autres. Prenez quelqu'un comme Khawarizmi. Khawarizmi, qui a vécu du côté de l'Asie centrale, son nom aujourd'hui est peut-être le nom le plus mentionné alors qu'il est totalement oublié, puisque c'est de son nom que vient le mot algorithme. Or, le mot algorithme, c'est le mot central de la civilisation d'aujourd'hui. Et algorithme, c'est une déformation du nom d'Al-Khawarizmi, qui était un savant de la région de Turkestan. Et je pense qu'il y a tellement de figures de l'histoire de tous nos peuples d'Orient qui ont joué un rôle extraordinaire et qui méritent d'être retrouvés non seulement pour une question de justice, d'équité, mais aussi pour montrer que la civilisation d'aujourd'hui est le produit de ce qu'ont fait tous les peuples et tous les génies de toutes les nations. Et c'est ça qui a produit sur le plan intellectuel, sur le plan artistique et sur le plan scientifique, tout ce que nous appelons aujourd'hui notre civilisation. Merci beaucoup, Monsieur Malouf. Malheureusement, on est arrivé à la fin de notre temps. C'était un grand plaisir pour moi de vous écouter et pour tout le monde, j'espère. Toutes les réponses étaient très précieuses et instructives pour nous. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci de votre temps. Si, je remercie à notre cher interprète Souhail Bash pour son grand effort. C'était un moment de réflexion commune et j'espère qu'on pourrait se voir un jour pour en discuter encore plus. Mais avant de terminer la séance, en fait, je voudrais terminer la séance avec votre tradition. On sait que vous portez dans votre poche un verre, une carte sur laquelle il a été écrit un vers d'un poète arabe, un poète arabe d'Espagne. Il dit, premièrement en arabe, إذا كنت من تراب فكل بلادي والعالمين أقاربي. Et la traduction en français, si je suis fait d'argile, le monde entier est mon pays et toutes les créatures sont mes proches. Donc, je vous laisse. Il est encore là, c'est vrai. Je ne savais pas que vous alliez me demander ça, mais il est là. إذا كنت من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. Et là, je le traduis en français. Si je suis fait d'argile, le monde entier est mon pays et toutes les créatures sont mes proches. Merci beaucoup, Monsieur Malouf. Merci mille fois. fois. De parler avec vous tous. Merci. Pour nous aussi, pour nous aussi. Il y a beaucoup de remerciements de chat aussi. Merci à vous pour votre temps. Et j'espère qu'on pourrait se voir un jour. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de nous suivre et à notre prochain événement. Bonne soirée à tous. Bientôt. Séance.